Sans plus tarder, nous allons donc commencer d'abord par présenter ce panel avant de pouvoir donc passer la parole aux panélistes. Le thème donc cybersécurité et protection des données publiques, signature électronique. Donc la transformation numérique des institutions publiques s'accompagne de nouveaux défis en matière de sécurité des systèmes d'information, de protection de données sensibles et de fiabilité des échanges électroniques. Donc cette session va mettre l'accent sur la souveraineté numérique, enjeu stratégique pour les États africains qui cherchent à maîtriser leur infrastructure, leurs données et leurs outils numériques. Le panel abordera aussi la gestion et la protection des données publiques, la préservation de l'intégrité documentaire ainsi que les mécanismes. Un débat sera également consacré aux enjeux éthiques et sécuritaires liés à l'intelligence artificielle, notamment l'utilisation responsable des données, la prévention des cybermenaces et la nécessité d'un cadre réglementaire adapté. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais passer donc la parole aux panélistes, à commencer par M. Yassine. Si tu as des trucs, Oui, vous pouvez projeter là. Parfait. Là. Quelle direction? Là où? C'est une fois après ça. Vous savez? Oui. Très bien. Bon, salam alaikum. En fait, la thématique, c'est cybersécurité et souveraineté numérique. Les journaux officiels électroniques en Afrique. Je précise que le TLP, c'est-à-dire que l'information, comment elle va être traitée, c'est clair. Vous pouvez prendre une photo, vous pouvez diffuser, c'est très important. Donc, je précise. Donc, c'est pas classifié, c'est pas red, c'est des informations que vous pouvez prendre des captures et que vous pouvez les utiliser. Ok. Bon. Très bien. Donc, commençons par les enjeux. On parle de journaux officiaux. Parlons d'abord le défi face à la transformation numérique en Afrique. Parce que la transformation digitale, que ce soit pour les journaux électroniques, les journaux officiels, c'est dans le cadre de la transformation digitale. Donc, quels sont les défis qui sont face à nous? C'est surtout, nous sommes 54 pays, et chacun, il a un système juridique différent. Nous avons en fait des infrastructures numériques qui se développent très rapidement, des dépendances critiques face aux technologies étrangères, besoins urgents de souveraineté numérique. Ce sont les défis auxquels l'Afrique partage. Donc, et le journal officiel électronique représente aussi un enjeu stratégique qui est majeur pour notre autonomie et pour la sécurité juridique. Quels sont les défis réels qui sont spécifiques aux journaux officiels? C'est très important de numériser.
que ça devienne digital. C'est très important. Mais si on ne peut pas garantir l'authenticité des documents, l'intégrité, on revient à l'étape initiale. On doit garantir qu'il n'y a pas une falsification des textes législatifs et réglementaires. C'est très important. Ce sont des enjeux réels. Il y a aussi l'accessibilité et la transparence. Il faut qu'il y ait un accès universel, universel, et c'est notamment parmi les intervenants, ils ont mentionné ce matin l'accès à l'information. Mais justement aussi, on doit continuer à protéger contre le cyberattaque et assurer une continuité des services. Encore, c'est les journaux officiels, c'est un archivage et surtout c'est des mémoires institutionnelles. Garantir qu'un système d'archivage, imaginez, on a numérisé, c'est très bien, c'est une très bonne étape, on a vérifié. Mais si notre système d'archivage électronique il est compromis et qu'il n'est plus fiable, l'utilisation de ces données reste compromis. Donc, c'est un archivage, c'est notre mémoire, c'est le vécu, c'est notre histoire. Donc, si ces informations sont altérées, modifiées, on a des informations mais qui ne sont pas correctes. Donc, c'est très important de prendre ces enjeux en compte. Maintenant, quelles sont les menaces réelles, d'une manière générale, à l'échelle en Afrique? Il y a une tendance, c'est de ransomware. Imaginez que notre système d'archivage, nous n'avons plus accès à ces données. Et pour recevoir et avoir accès encore à ces données, nous devrons payer des millions. Ou même que des acteurs malveillants arrivent à altérer et modifier, qui est normalement un objectif stratégique, garantir la sécurité de nos données. Donc le ransomware, c'est une des menaces qui est très préoccupante à l'échelle africaine et à l'échelle aussi mondiale. Le phishing, qui devient très sophistiqué, mais vous allez dire, dans quel cadre de phishing? Imaginez la personne qui s'occupe de la publication des informations, il reçoit un email frauduleux, c'est enrichi par l'IA, ce n'est plus comme avant, on doit lire des erreurs d'orthographe, ce n'est plus le cas. La personne utilise l'intelligence artificielle, ça a l'air très juste, correct, et la personne qui doit publier les informations, elle reçoit un phishing. C'est la social engineering, une ingénierie sociale. Et à un moment donné, on prend l'accès. Et quand, par exemple, un acteur malveillant prend l'accès, il ne le fait pas de telle sorte qu'on le découvre. Vous voyez? Donc il peut se faire passer comme si c'était la personne qui publiait ces informations, ajouter les informations qu'il veut, supprimer les informations qu'il veut, et le document n'est plus... Bon, il peut être utilisé, mais il n'est plus cohérent et intègre. Donc ce sont les menaces. Bon, l'espionnage étatique, soyons honnêtes, ça existe entre les États, entre le pays, et c'est, je parle en fait au nom du responsable du centre de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques à Djibouti, DigiCert, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Ça a toujours existé et ça va exister aussi avec la transformation digitale. L'espionnage étatique. Tous les États n'ont pas le même intérêt. Ils n'ont pas la même vision. OK? Donc il y a aussi les attaques sur la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est très critique. Je me rappelle qu'il y a une attaque qui a touché la solution très utilisée SolarWinds pour le monitoring, pour les administrateurs. Comment ils vont suivre si le serveur, il y a la CPU ou bien s'il y a un problème de performance. C'est un outil qui est très utilisé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'acteur malveillant, il a compromis le code source de la solution. Et tous les États qui utilisaient cet outil pour monitorer et suivre leur infrastructure et les systèmes d'information, ils se retrouvent à être compromis. Donc si les outils que nous utilisons à la base ne passent pas par une chaîne d'approvisionnement maîtrisée, on ne sait pas qui a produit, c'est quelle chaîne, c'est quel État, c'est quelle industrie. Si on ne suit pas, on risque d'avoir des informations qui ne sont pas correctes et la chaîne d'approvisionnement est touchée. C'est la même chose avec le Liban. Politiquement, ça s'est passé, les pipelines qui sont explosés. Où est-ce que ça vient? C'est la chaîne d'approvisionnement. Donc,
tout ce qui s'applique sur le mode cyber, on doit prendre en considération comme étant des retours d'expérience et prendre en considération dans notre volonté de transformation digitale. Bon, donc revenons maintenant sur le terme on dit souveraineté numérique, soit la définition très simple. Quand on parle de la souveraineté numérique, c'est la capacité d'un État à contrôler ses infrastructures, ses données, ses technologies critiques, sans dépendance, j'ai mis en gras, excessif. On ne peut pas se dire, ok, on va s'en passer, on ne va pas utiliser bureautique, Office, on ne va pas utiliser, je ne sais pas, Google, Microsoft Office, mais c'est surtout faire cet arbitrage, c'est de dire, ok, je ne veux pas dépendre excessivement d'un autre État. Quand il s'agit de mes infrastructures numériques critiques, quand il s'agit de mes données, quand il s'agit des technologies critiques que j'utilise, on ne peut pas se dire maintenant, ok, on ne va pas utiliser Office, on en dépend. Pas uniquement Office, mais d'autres technologies. Donc c'est trouver cet équilibre. Donc, et ça s'applique aux journaux officiels. Quelles sont les technologies qu'on est en train d'utiliser? Quels sont les fournisseurs de ces technologies? Vous voyez, donc, est-ce que je dépends, à quel pourcentage je dépends de ces technologies? Est-ce que mes données sont en local? Quelles sont les politiques qui s'appliquent? Quels sont les personnels qui gèrent? Ainsi de suite. Donc la dépendance technologique, c'est un problème qu'on a, que ce soit au cloud computing, que ce soit, et j'ai remarqué qu'il y a dans certains pays, et aussi certaines informations que j'ai cherchées, il y a certains où leur journal officiel électronique, il est hébergé dans des clouds étrangères. Ça arrive pour un début, que ce soit AWS, Azure ou Google. Okay? Donc c'est une dépendance. Il y a aussi les logiciels, les systèmes, je me répète, mais il y a aussi un problème qu'on a, c'est le fil de cerveau. Nos ressources humaines, les compétences locales en Afrique ne restaient pas. Ils sont exploités par d'autres institutions ou d'autres pays qui vraiment l'exploitent. Vous allez voir, vous allez dire, ok, le manager de telle institution, c'est un Burkinabé, c'est un Djiboutien. Son cerveau, il est, on va dire, en fait, exploité et utilisé par une autre nation externe. Donc il faut, à ce niveau-là aussi, c'est une dépendance assez technologique. Pourquoi on en dépend assez technologique? Parce que notre matière grise, nos ressources, ils sont là-bas. Donc pourquoi ne pas prendre en considération, donner la confiance à nos ressources humaines, former, accompagner et avoir en fait une vision beaucoup plus générale. Ça aussi, c'est la dépendance qu'on a aux technologiques, mais bon, je continue. Donc le risque, c'est le surveillance, cyberespionnage, rupture. Bon, je vais aller très rapidement. Quelques axes de réflexion. On a des problèmes, mais quels sont les axes de réflexion? C'est qu'il faut qu'il y ait des data centers nationaux. Il faut qu'il y ait des data centers nationaux et régionaux qui sont certifiés. D'ailleurs, et derrière aussi, il faut qu'il y ait les cadres légaux qui vont avec. Dans les cas de Tunisie, Maroc, j'ai accès à pas mal de documents. Il y a une obligation d'héberger les données sensibles sur le territoire. C'est le N-Cloud, National Cloud. Donc il faut qu'on ait en fait cette vision d'avoir des data centers nationaux qui sont conformes aux standards. Des clouds souveraines africaines. Pardon? Exactement, c'est ça. Donc il y a le data center, il y a les clouds avec des règles nationales et aussi avec aussi, on va dire, des cadres légaux qui régissent. Donc, en même temps, il y a la formation massive des talents locaux. On doit former. Il faut qu'il y ait une certification et une labellisation africaine. Des autorités de certification et de labellisation. Donc, ça existe déjà dans pas mal de pays, des autorités qui commencent à labelliser et dire, OK, par exemple, vous ne pouvez pas faire une acquisition de telle technologie sans que ça passe par une validation de l'autorité nationale de cybersécurité ou de l'autorité qui s'en occupe, ou que ce soit l'autorité de régulation, quel que soit le pays. Donc c'est très important qu'on ait cette labellisation parce que ça donne aussi une valeur. Bon, je continue, donc après il faut qu'il y ait un cadre réglementaire, j'ai dit je ne vais pas me répéter parce qu'on m'attend. Je continue, donc il faut qu'il y ait des partenariats qui sont solides, sud-sud, comme l'on dit, et surtout aussi intra-africaines, parce qu'il y a des pays qui sont développés, qui ont déjà fait
des efforts énormes qui ont atteint un certain de leurs objectifs, on ne va pas reproduire. Donc c'est justement le partage d'informations, que ce soit à la fois légal, technique, organisationnel. Des partenariats bilatéraux. Bon, quand on parle souvent de signature électronique, mais qu'est-ce qu'on attend derrière? On attend à ce que normalement il garantit l'authenticité d'un document. C'est-à-dire qu'on doit garantir qui a signé, c'est qui le signataire de ce document et qui est l'origine de ce document. C'est ça qu'on attend d'une signature électronique. On doit assurer l'intégrité, c'est-à-dire que s'il y a une modification qui est apportée sur un document, il faut qu'on le sache. L'intégrité, en fait, c'est l'une des triades des principes de la cybersécurité. La confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, mais dans le cadre de signature électronique, il n'assure pas la disponibilité en soi, mais il y a aussi la non-répudiation. Quelqu'un qui a utilisé une signature électronique ne peut pas demain dire « Ok, c'était pas moi. C'est pas moi qui a modifié ces documents, c'est pas moi qui a apporté cette modification, je n'ai pas reçu ces documents. » Vous voyez, donc c'est la non-répudiation. Donc c'est très important qu'on fait confiance à nos technologies, des technologies peut-être pas conçues initialement au local, mais qui peuvent être aussi modifiées et apportées en fait, et comme on appelle paramétrées et personnalisées. Bon, quelques success stories. Bon, je n'ai pas mentionné tout le pays. Donc, il y a Rwanda qui se positionne très bien en termes de digitalisation de complète des services publics. Le Maroc. Il y a aussi l'île Maurice. Pas mal de pays. Les Golfe marocains. Donc, Maroc, ils sont là. On vous mentionne parce que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que le signataire électronique est intégré donc, sur ce que je lis, en fait, sur les recherches que j'ai fait. Le Kenya aussi, sur les rapproches de National Data Center, pas mal d'initiatives, y compris aussi Djibouti. Nous avons aussi fait notre code numérique, le code numérique, qui contient des livres, que ce soit la protection des données à caractère personnel, la signature électronique, la cybersécurité, la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel, pas mal de livres. La validation de notre stratégie aussi nationale de cybersécurité. Donc, pas mal de chantiers sont en cours aussi à Djibouti. Mais c'est une occasion d'échanger, de voir quelles sont les choses, le projet structurant que nous avons en commun et profiter en fait de cette expertise entre nous. Bon, c'est quelques feuilles de route, mais ça n'engage pas. C'est des pistes de réflexion. La première phase, on peut dire que pourquoi ne pas commencer à faire un audit des systèmes de pays qui sont volontaires et qui sont dans ces cadres, justement pour voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles, comment on peut entre nous s'entraider, comment on peut commencer déjà aussi à avoir un cadre juridique qui est harmonisé, la cartographie de nos compétences humaines. Les pilotes, on commence avec quelques pays, c'est des pistes de réflexion. On commence à travailler sur quelques pays parce que si on dit on va commencer sur 54 pays, c'est difficile. Donc les pays qui sont volontaires et qui ont déjà en fait un avancée technologique, pourquoi ne pas commencer avec quelques pays? Bon, la phase 2, c'est le déploiement. On doit vraiment promouvoir les data centers régionaux, les plateformes continentales, la formation massive. Bon, c'est les certifications africaines. Et à la fin, l'idée, c'est quoi l'idéal? C'est d'atteindre une autonomie. Bon, je vais aller très rapide. La vision, c'est avoir une Afrique où 100% des journaux officiels sont électroniques. Pas uniquement électroniques, mais sécurisés, hébergés sur des infrastructures souveraines, et qu'on devient un continent qui contrôle ses données, forme ses talents, mais pas uniquement ça, mais exporter ses solutions numériques. On doit aussi en fait, apporter une transformation qui est numérique, une transformation numérique qui est inclusive, et qui renforce l'état de droit et la confiance des citoyens à ces technologies, aux innovations et aux projets structurants que tout État mène. Je vous remercie. On applaudit très fort pour M. Yacine, qui nous a vraiment fait une très belle présentation, mais je voudrais que Yacine puisse répondre à une ou deux questions, okay. Bien sûr. D'abord, je laisse la parole à tous les participants, bien sûr. Merci pour la présentation. Je tiens juste à vous faire remarquer que notre organisation continentale, l'Union africaine,
dont nos pères fondateurs ont eu l'intelligence et la sagesse de jeter les bases, comprend 55 pays africains et non 54. Voilà, je vous remercie. Qui d'autre veut prendre la parole? C'est noté. Qui d'autre veut prendre la parole? S'il n'y a personne donc qui veut prendre la parole, moi j'ai une question à poser, Yacine. Quels mécanismes doivent être mis en place pour garantir, 1. L'authenticité, la sécurité et la pérennité juridique des publications électroniques du journal officiel? C'est une question compliquée, mais je crois que Ok. vous pouvez avoir la réponse. Donc, peut-être aussi, en fait, je me répète parce que le journal officiel en soi, il fait partie intégrante de la transformation digitale. Et toute transformation en fait, digitale, il y a des mécanismes. Des mécanismes qui sont à la fois, moi je l'appelle PPT, c'est People, Process, Technology. On doit assurer à plusieurs niveaux. D'accord. On doit assurer à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il faut qu'il y ait des personnels qui sont qualifiés et formés, qui utilisent des procédures qui sont conformes aux standards internationaux et qui vont utiliser une technologie. Maintenant, pour tout ce qui est assuré, maintenant si on parle de l'intégrité de documents, donc, il y a plusieurs technologies, notamment la signature électronique, la blockchain, qui est un de mes collègues. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de suivre. L'occasion d'expliquer en détail. Mais les technologies ne manquent pas, très honnêtement. On a beau avoir des technologies, à faire appel à des technologies, mais s'il n'y a pas une structure solide, surtout la gouvernance. Parce que là, actuellement, il y a des projets qui sont structurants à Djibouti, qu'on a initiés. On est en train de retravailler aussi sur la gouvernance. Maintenant, on a numérisé, c'est très bien. C'est quoi la suite? L'archivage, c'est très bien. C'est quoi la suite? Qui doit normalement, par exemple, apporter des modifications? Donc, c'est mettre en place des procédures et des politiques qui sont claires, qu'on peut s'en sortir. Mais sinon, les technologies ne manquent pas. Que ce soit la signature électronique, que ce soit les blockchains, les technologies existent. Mais toutefois, je répète, le plus important, c'est les cadres de gouvernance. D'accord. Merci beaucoup Yacine, on l'applaudit très fort mesdames et messieurs pour ces éclaircissements vraiment très importants. À présent j'invite Mokhtar Abdillahi Issé, ingénieur donc en France et surtout un expert de la blockchain, à prendre la parole. Il a plein de choses à vous dire et c'est vraiment important. J'ai eu l'occasion de le suivre l'année dernière lors de l'organisation de la Semaine nationale sur la cybersécurité. Aujourd'hui, il va nous présenter la blockchain et surtout l'intelligence artificielle. Donc, je vous demande de l'applaudir et de l'accueillir et surtout de suivre son explication. Merci à vous. Le stylet ne marche pas, excusez-moi de vous... Ah, c'est bon. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien manger, la journée se passe bien. Voilà. Donc, moi, comme il a si bien souligné, le modérateur, je me nomme Mokhtar Abdillahi Issé. Je suis ingénieur financier à Djibouti Telecom. J'ai eu la chance d'intervenir l'année dernière dans le cadre du forum de la cybersécurité, où j'ai pu parler aussi de ce thème, donc de la blockchain, mais liée à la cybersécurité. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'encore une fois parler de ce thème, mais dans un cadre différent qui est celui des journaux officiels. Donc pour une petite introduction au niveau de la blockchain, donc je sais que c'est peut-être un terme que certains, les praticiens doivent connaître, notamment les gens dans la cybersécurité ou dans l'IA peuvent connaître ces termes.
Mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc la blockchain, si vous prenez ça sous une dénomination simple, c'est des chaînes en blocs, des blocs en chaîne, excusez-moi. Et on va voir à l'intérieur de ces blocs quelles informations peuvent être mises et être reliées pour pouvoir transmettre l'information. Donc aujourd'hui, à l'intérieur de ces blocs, on aura des documents officiels et j'espère vous, de manière très modeste, vous apprendre quelque chose après cette intervention. Voilà. Donc je vais démarrer. Donc c'est la deuxième journée du forum. Donc il est bien important de se demander pourquoi nous nous sommes réunis durant ces 2 jours. Je vais tout d'abord revenir sur certains axes de développement. Donc pourquoi les journaux officiels aujourd'hui sont importants? Donc j'ai développé plusieurs axes. Notamment, il y a un accès inégal aux documents. Donc il y a une difficulté d'accès uniforme aux lois pour tous les citoyens. Donc nous avons vu que de nombreux pays peinaient à avoir accès à ces données, mais que des organismes ont mis en place des systèmes, comme on a vu à Djibouti, d'archivage et de digitalisation pour permettre à n'importe qui d'avoir accès à ces données, à ces documents. De nombreux pays aussi ont fait en sorte de réduire le délai de publication. C'est notamment le cas du Djibouti. Donc certains pays connaissaient des longs délais entre la rédaction et la diffusion des actes. Donc cela est une approche aussi à prendre en compte. Une fragmentation, c'est-à-dire donc des systèmes nationaux disjoints qui entravent les cohérences juridiques. Donc nous avons vu que nous avons une agence nationale qui fait en sorte de copiloter tout ça avec les autres institutions de la place. Nous avons vu aussi qu'il est possible de voir des documents qui circulent, mais de manière falsifiée. Donc des documents frauduleux qui circulent et qui minent à la confiance et la souveraineté d'un pays. Nous avons vu aussi le cas, pour ceux qui se sont intéressés au thème, de cybermenaces. Donc il y a des attaques croissantes qui visent les systèmes juridiques. Yacine l'a si bien souligné avec le phishing, les ransomware. Donc c'est des attaques qui sont très très problématiques lorsqu'on essaie de développer des nouveaux outils technologiques. Et dans le cadre qui nous lie au forum d'aujourd'hui, ce que nous voulons faire dans notre cas à Djibouti, c'est de mettre en place des normes partagées. Nous avons vu que le secrétaire général est revenu sur le sujet en disant que voilà, il fallait qu'on soit liés main dans la main pour qu'on puisse mettre en place quelque chose des fondations, du moins mettre en place des fondations et espérer monter ensemble. Et cela sera dans le cadre commun si nous arrivons à développer des échanges avec l'Union africaine. Voilà. Donc la blockchain, c'est un terme technique, mais comment je peux vous résumer ça rapidement? Donc la blockchain, quand vous entendez blockchain, pensez à un grand livre qui ne peut être touché ou changé par seulement une petite quantité de personnes, et cela est visible. Donc par exemple, dans notre cas, des journaux officiels. Prenons le cas de 4 blocs. Donc nous aurons un bloc numéro 1, où il y aura un document. Donc dans ce document, par exemple, il y aura ce qu'on appelle une empreinte numérique. C'est ce que vous voyez en haut où c'est écrit OX7F83B. On appelle ça une empreinte numérique. Donc chaque document à l'intérieur du bloc aura une empreinte numérique qui ne pourra pas être falsifiée, qui sera immuable et qui sera tracée. C'est ce qu'on appelle l'empreinte numérique. À l'intérieur du bloc aussi, nous aurons ce qu'on appelle un horodatage. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur du bloc, on pourra savoir à telle heure, telle journée, à quel moment le document a été mis en place. Donc là, par exemple, pour l'exemple, on a vu qu'à 15h30 et 22 secondes, le 3 mai 2023, le document a bien été posé à l'intérieur du bloc. Voilà, pareil pour le document 2, qui lui aussi aura son empreinte numérique, qui ne sera pas falsifiable, parce que l'empreinte numérique, pour pouvoir la manipuler, il faut utiliser ce qu'on appelle des éléments de cryptographie. Donc les éléments de cryptographie, c'est une couche de sécurité développée par des ingénieurs qui vont faire en sorte que la personne qui peut manipuler cette empreinte, c'est une personne qui possède une clé. Et la clé est seulement accessible à une certaine minorité de personnes. Et à l'intérieur de la bloc, on pourra mettre en place un programme pour limiter
les personnes qui auront accès au code. Donc voilà, donc vous avez vu, chaque document pourra être protégé avec une empreinte numérique, avec un système d'horodatage, et c'est grâce à ça que justement, on appelle ce système une blockchain. Parce que c'est des blocs qui sont liés par une chaîne. Et donc chaque document ne peut pas être falsifié, ne peut pas être manipulé, ne peut pas être transformé sans l'approbation des personnes qui possèdent des clés. Donc voilà, donc nous avons dit que c'est un registre partagé immuable. Donc prenons l'exemple, comme je vous ai dit, d'un grand livre numérique partagé et sécurisé où chaque nouvelle information est ajoutée à une chaîne existante, donc rendant l'historique infalsifiable. Une empreinte horodatée, donc ce que je vous ai dit à l'intérieur de du bloc. Nous n'y stockons pas les documents, mais des preuves numériques, ce qu'on appelle des hashes. Donc ces hashes vont être sécurisés selon des normes. Hein. Il y a le hash 128, hash 256, voilà, c'est des normes techniques. Avec un horodatage pour prouver l'antériorité. Donc je vous ai montré avec les horaires qui sont notés sur les blocs. Et il y aura une traçabilité multi-acteurs, donc chaque action est enregistrée avec son contexte, permettant une traçabilité complète des versions, des corrections et des interactions entre acteurs. Donc voilà pour faire rapide au niveau de la blockchain. J'espère que vous avez une petite vision de ce à quoi ça correspond. Donc au niveau des preuves et des garanties, donc je vous ai parlé de l'intégrité. Yacine parlait de l'intégrité il y a quelques minutes. Donc l'intégrité, c'est quoi? Au niveau de la blockchain, l'intégrité représente une empreinte numérique, donc un hash, qui garantit que le document n'est pas altéré. Donc on va pouvoir garantir que le document n'a pas été touché par une tierce personne et est seulement touché par un gouvernement si le document est officiel ou des institutions si le document est géré par des tierces. Donc on a parlé de l'antériorité, donc l'horodatage, qui prouve que le document a bien été enregistré à un certain moment, du non-répudiation, donc la signature numérique, on en parlait il y a quelques minutes de e-signature, donc la signature numérique garantit l'authenticité et empêche la négation. Et nous aurons une traçabilité tout au long des échanges à l'intérieur de du bloc. Toutes les versions et corrections d'un document sont enregistrées et accessibles. Et c'est cela qui est très important pour nous qui voulons des documents officiels et qui ne doivent pas être manipulés. Donc l'architecture cible que nous cherchons à développer, à mettre en place, ce serait une blockchain permissionnée. Donc j'entends par blockchain permissionnée, il y a deux types de blockchain. Donc il y a une blockchain publique que nous connaissons tous. Vous avez peut-être entendu parler de Bitcoin, Ethereum. Donc c'est des blockchains publiques, c'est-à-dire que à l'intérieur de ces blocs, chaque information est visible par le monde entier. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui fait des échanges à l'intérieur de la blockchain Bitcoin, par exemple, elle a juste à vous envoyer un numéro privé et vous pourrez avoir accès à tous les échanges qui se passent à l'intérieur de la blockchain. C'est visible en ligne et accessible. Et ça, c'est une blockchain publique. Dans le cas que nous voulons mettre en place une blockchain, si nous mettons en place une blockchain, ce serait une blockchain permissionnée. Donc c'est-à-dire que seulement quelques acteurs auraient accès à l'information et l'information serait privée. Donc c'est pour ça qu'on parlera, nous, de blockchain permissionnée ou blockchain privée. Donc et serait cette blockchain permissionnée ou privée contrôlée par les États membres, ce qui garantirait donc la souveraineté. Nous aurons des données minimales, donc une empreinte cryptographique et des métadonnées. Et la sécurité serait gérée par un consensus byzantite, validation multinode. Donc le consensus peut très bien être, vous avez peut-être entendu parler de preuve d'achat ou preuve de données. Donc en anglais, proof of stake ou proof of work. Donc les blockchains publiques sont proof of work. Et nous essayons d'aller, nous, vers ce qu'on appelle, lorsque cela est de manière très sensible, sur du proof of stake. Voilà, donc au niveau des flux de données, donc actuellement, nous trouvons, lorsque nous mettons des documents en ligne, sur ce qu'on appelle un environnement on-chain, off-chain. Donc les documents complets, donc les documents sont de type PDF. Si nous mettons cela sur une page web, des documents HTML, donc, et c'est stocké hors blockchain, avec une confidentialité, mais le problème, c'est que cela est volumineux. Dans le cas où nous voulons mettre cela on-chain, donc sur le bloc, donc cela va passer par des API, donc nous allons transférer les chaînes grâce à des API,
avec des standards. Donc là, dans le cas de l'exemple, j'ai pris le standard W3C. Et cela va nous permettre de transférer les données sur la blockchain avec une empreinte cryptographique, comme je vous ai dit avec le hash qu'on a vu plus tôt, un eurodatage, donc une heure précise de transfert, et des métadonnées minimales. Donc cela fait passer, donc la blockchain fera passer les données et les documents de off-chain, donc avec le format numérique classique, à on-chain. C'est bon pour toi? Non, je vais rapidement. Donc Parce qu'on n'a que 45 minutes pour pouvoir faire participer donc tout le monde. Dans le cas des études qui ont été menées, il y a eu le cas d'études, l'Estonie, je crois que l'équipe de l'ANSSI a été en Estonie, où ils ont vu qu'il y a eu, l'État estonien a mis en place un système de blockchain pour leur service public. Donc ça a été le premier pays à développer la blockchain au niveau national. Ils ont mis en place une identité numérique, ils ont mis en place une santé électronique, donc les hôpitaux pouvaient mettre en place des données médicaux complets et ordonnances électroniques. Il y a eu des cadastres et registres, donc des droits de propriété et registres des entreprises sécurisées, ce qu'on nous voulons mettre avec le ballot, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a eu un système de e-voting, donc la population pouvait voter à l'intérieur de la blockchain, et cela de manière 100% transparente. Et la technologie utilisée à l'intérieur, c'était le KSI blockchain. Donc c'était une intégrité des données garantie, une empreinte numérique horodatée et conçue spécifiquement pour les besoins gouvernementaux. Dans le cas des blockchains permissionnés, au quotidien, on utilise ce qu'on appelle le système Hyperledger Fabric, qui est en haut à droite, en vert. Donc c'est une plateforme blockchain modulaire pour applications professionnelles. Donc pour le cadre d'un cycle de vie d'un acte, donc d'un document officiel, il suit ce mouvement-là. Donc il y a la rédaction, donc la création du document, la signature, donc qui va être la validation officielle, la publication, donc la diffusion au public, et l'ancrage. Et c'est à l'ancrage que justement va intervenir la blockchain. Donc la blockchain, garante de l'histoire immuable. Donc le résultat avec ce processus, c'est un document avec preuve publique d'existence et intégrité à l'instant T. On pourrait mettre en place un système de vérification citoyenne. Par exemple, sur chaque type de document chaque type de document officiel, nous pourrons mettre un système en place de QR code sur le document qui prouverait donc à l'intérieur de la blockchain si le document est un document officiel ou non. Et donc cela pourrait très bien être un projet mis en place. Donc ce serait un scan d'un QR code avec une URL directe. Et cela aussi serait accessible, je pense à ma collègue de Namibie tout à l'heure qui parlait des infrastructures. Donc cela pourrait aussi être disponible pour les personnes qui ont très peu de connexion. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser un protocole USSD. Donc c'est-à-dire que même les personnes qui n'ont pas de connexion Internet pourraient envoyer un message sur un numéro et recevoir une preuve d'authenticité de leur document. L'interopérabilité FAJO, donc on a vu tout au long du forum, donc on espère arriver à des registres fédérés d'empreintes. Donc chaque État va conserver ses propres données avec la pleine souveraineté, mais partager les empreintes cryptographiques via un registre fédéral central. Donc par exemple, j'ai mis le petit schéma là avec FAJO, et chaque pays la réunion d'aujourd'hui serait le noyau de l'interconnexion entre tous nos pays. Si les projets se mettent en place, il y aura un système de métadonnées standardisé, donc un ensemble minimal de données communs qui faciliterait les échanges entre les pays. Et il y aurait une souveraineté préservée. Donc chaque pays préserve le contrôle total sur ses propres données, et cela va garantir leur souveraineté nationale. Voilà. Donc au niveau de la sécurité, de la conformité, je pense que vous avez compris au niveau de la blockchain, c'est une gestion des clés, un chiffrement, un journal SIM, une PRA, PSA, ça c'est les protocoles de récupération, une minimisation et une authentification qui pourrait être mise en place. Donc au niveau de l'inclusion et de l'accessibilité, donc l'ANSSI a très bien montré avec ses projets qu'elle mettait en place un support multilingue, français, anglais, arabe et d'autres langues qui pourraient être mises à disposition. On pourrait aussi permettre une accessibilité à toutes les populations, que ce soit les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, etc., pour qu'elles puissent, elles aussi, avoir une lecture facile des documents. Et au niveau de la faible connectivité, nous avons vu que nous pouvons mettre en place des systèmes de USSD ou d'SMS. Donc, vous entendez souvent l'IA, donc l'intelligence artificielle, mais la blockchain aussi est une technologie qui peut être complémentaire à l'IA.
Et cela créerait, ce que vous voyez au milieu, une synergie. Donc l'intelligence artificielle, vous l'avez bien compris, vous le comprendrez, je pense, tout au long des protocoles. Donc c'est une recherche intelligence dans les textes juridiques, comme montré par l'ANSSI, des résumés automatiques des documents, des FAQ, notamment les chatbots. Et la blockchain, elle, permettrait une preuve d'authenticité immuable, une intégrité des documents garantis et un historique complet des versions. Voilà, il y aurait du coup un cas d'usage qui pourrait être mis en place garanti, avec l'IGIO qui est le projet central de l'analyse, le BALO, le BOMAP et un écosystème qui pourrait être créé derrière. Pour ceux qui veulent prendre en photo, excusez-moi. Je crois que nous sommes donc au terme donc, de cette Je présentation. crois que c'est bon pour moi, donc on arrive. Voilà. Merci beaucoup à Mourtar. Mourtar, donc la première fois donc, que je l'ai rencontré, j'étais vraiment impressionné. Il est tellement passionné par ce métier, tellement passionné par la blockchain, que des fois, il s'oublie même de s'arrêter un peu. Donc j'aimerais bien que vous l'applaudissiez encore une dernière fois. Vraiment, il a mis du temps pour préparer cette présentation. S'il y a des questions pour le public, donc vous pouvez les poser ou on enchaîne avec la suite, bien sûr, avec le directeur donc, du CERD, monsieur... Excusez. Je vais répondre rapidement. D'accord. Si vous permettez, la première des choses, j'aimerais encore remercier monsieur le secrétaire général de fait, avec les moyens de journal officiel, on est toujours dans l'appel de la technologie. Ça, c'est la première déjà à Djibouti. Mais également, si vous permettez, j'aimerais vous rappeler que la cybersécurité, au niveau du droit international, c'est mon domaine, il y a déjà un cadre juridique, une convention internationale. C'est grâce à la communauté internationale, mais le hasard a volé que la diplomate, l'ambassadrice Mibar, qui était algérienne, elle a présidé une équipe et après un travail énorme, puisqu'il y avait avant, ce domaine était de l'archaïque totale. Second, au niveau national, avant de venir, j'étais le directeur général de l'Institut diplomatique. Et on a exigé à nos diplomates d'insérer un module sur la cybersécurité. N'oubliez pas, nous sommes à l'ère digital diplomatie et les diplomates, ils devaient. Donc, merci toujours, monsieur le secrétaire général. Merci à vous. On va tout de suite, sans plus tarder, je crois, enchaîner avec la... Une dernière question. Oui, monsieur le président. Donc, excusez-moi. Merci donc, aux panélistes qui nous ont un peu fait rêver. Nous avons beaucoup appris, donc faut le dire. Donc ma question, c'est dans quelles mesures les empreintes digitales peuvent-elles être falsifiées ou contournées et quelles sont les solutions technologiques pour renforcer leur fiabilité en matière de cybersécurité? Une question très importante et pertinente surtout. Donc, qui va répondre? Yacine? Oui. Bon, je vais essayer d'éviter de ne pas rentrer trop dans le détail technique. Mais justement, en fait, l'intégrité d'un document et surtout ce qu'on parle sur le hash, il est basé sur des algorithmes. Et actuellement, les algorithmes qui existent, donc il y a plusieurs niveaux. Donc pour assurer surtout l'intégrité, le hash, il y a bon, ça dépend de quel algorithme qu'on va utiliser. Si c'est SHA-1, si c'est SHA-256, ainsi de suite. Donc pour le moment, il n'y a pas une crainte en soi que l'intégrité d'un document soit modifiée en soi. Mais par contre, il y a une crainte qui arrive, ce sont surtout les ordinateurs quantiques. Mais on n'est pas encore y arrivé en fait à ce niveau-là. Donc les algorithmes que nous utilisons actuellement vont être caducs et peuvent être facilement, normalement, un document ou peut-être facilement, pour faciliter, déchiffrer où on peut toucher l'intégrité. Mais pas pour le moment. Il y a aussi surtout le NIST, c'est l'organisme en fait fédéral qui s'occupe de tout ce qui est un peu standard. Donc il y a des algorithmes post-quantiques aussi qui viennent avec. Donc pour le moment, si vous utilisez des algorithmes qui sont faibles, donc ça va être faible et très facile à retracer et à toucher normalement cette intégrité. Mais si les algorithmes ils sont en fait dans un standard, c'est pour ça que dans une entreprise et en fait à l'échelle nationale, il faut qu'il y ait des stratégies, des politiques
Des politiques qui vont dire, par exemple, dans l'Agence nationale de cybersécurité ou bien l'autorité compétente, on va dire, voici l'algorithme qui est obligatoire à utiliser si vous voulez assurer l'intégrité. Si c'est l'authentification, vous voyez, donc si c'est la non-répudiation, voici telle technologie à utiliser. Donc c'est à l'échelle en fait nationale. C'est pour ça que je reviens toujours, les cadres de gouvernance est très important. Mais en soi, pour le moment, il n'y a pas une crainte. Si ce n'est pas une mauvaise manipulation ou en fait une inconscience dans le sens où vous utilisez un algorithme qui est faible, mais si vous utilisez les bons algorithmes et les recommandations internationales, il n'y a pas un risque pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur Yassine. Je crois qu'il n'y a pas d'autres interventions. Je passe donc directement la parole à Mehdi Jama'a Rayali, directeur du système d'information du CERN. Donc, bonjour tout le monde. Je suis extrêmement heureux de participer à ces bel événement et je remercie, je félicite toute l'équipe. Alors moi je vais vous soulager un peu de la technicité, je vais redescendre un peu, mais également parler d'un autre aspect qui est très utilisateur, de l'aspect sécurité des données. Moi je vais parler d'un travail qu'on a mené au CERD, au Centre d'études et de recherche de Djibouti, et on a travaillé sur la mise en place d'une archive ouverte, une archive scientifique ouverte. Donc c'est un petit retour d'expérience et parler où est-ce qu'on est actuellement par rapport à ce travail. Alors, juste très rapidement, je présente un peu l'archive documentaire du CERD. Donc, comme c'est un centre, nous avons des articles, nous avons la revue Le Punt, qui est très ancienne. Nous avons des rapports d'études dans plusieurs domaines. Nous avons des documents historiques. Nous avons également en fait, voilà, des rapports d'émission, des comptes rendus sur des projets, des cartes, parce qu'on a un laboratoire de cartographie, donc on a des anciennes cartes. Nous avons il y a les thèses de doctorat et des textes juridiques. Donc, le CERD a évolué depuis les années 70 et nous avons capitalisé de la production scientifique qui est extrêmement énorme et tout ça a été sous format papier. Donc l'idée, c'est de revaloriser ces informations pour rendre plus public dans l'avenir en respectant, bien entendu, les droits d'auteur, parce qu'il y a des articles qui sont publiés dans des journaux. Donc l'idée d'avoir dans l'avenir une archive ouverte. Oh, pardon. Alors, pour cela, le CERD a lancé depuis 2018 un programme de numérisation de l'ensemble de l'archive. Donc, on a acquis du matériel pour pouvoir numériser en format PDF pour l'instant. Et des fois, on a des documents extrêmement sensibles. Par exemple, ici, nous avons des documents, une lettre qui a été écrite en 1890. Donc, c'est une correspondance entre le sous-secrétaire d'État des colonies à Paris, qui envoyait un courrier à le gouverneur qui était installé à Obok. Donc, c'est un exemple. Mais j'en ai d'autres aussi au CERD. Donc, c'est des documents qui sont bien protégés et on a acquis, pour pouvoir les numériser, des scanners, un scanner sans contact. Il y a également la revue Punt, qui est très connue à Djibouti, et il y a d'autres documents. Donc, on a commencé à ce travail de numérisation. Nous avons également acquis un scanner
l'année dernière. Il permet de scanner des cartes au format A0. Parce que des fois, tu peux avoir un document extrêmement important, très ancien. Il faut avoir l'équipement pour le numériser. Donc, l'idée, c'est toujours vers une archive ouverte. Mais avant d'arriver à cet objectif, nous avons mis en place, nous avons développé une base de données pour pouvoir gérer ces données-là. Parce qu'on ne voit pas, l'objectif, c'est de ne pas les garder en format PDF dans un répertoire, mais pouvoir permettre aux chercheurs, aux étudiants, aux experts, de pouvoir réutiliser ces données-là. Donc nous avons développé une base de données. Actuellement, elle est installée sur un serveur et elle est consultable seulement au sein du CERN. Toujours en respectant un peu la propriété de droit d'auteur pour les articles scientifiques. Donc nous avons actuellement 1336 documents sont scannés et j'ai fait représenter un petit tableau qui permet de représenter en termes de nombre de documents par domaine. Donc cette base de données, elle est disponible, elle est consultable, mais on travaille sur une version un peu améliorée. Alors, pourquoi une archive ouverte? Alors, en 2023, le centre d'études, le CERD s'est engagé à travailler avec l'IRD en France pour la mise en place d'une stratégie en lien avec la science ouverte. Donc, ça rejoint un peu la dynamique qu'on a lancée depuis 2018 et donc cet engagement stimule le projet d'une archive ouverte. Alors, pour pouvoir mettre en place une archive ouverte, il y a des principes à respecter. Donc, les principes, on appelle les principes FAIR, facile à trouver. Donc, le document doit être extrêmement facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Donc, ça, c'est des standards. C'est un standard pour la science ouverte qui est extrêmement important. Alors, ici, c'est juste une petite définition. Une archive ouverte, c'est un dépôt numérique qui permet de rendre accessible gratuitement et sans restriction des contenus. Donc, c'est l'objectif un peu de ce travail, permettre aux chercheurs de pouvoir déposer et permettre aux autres chercheurs de trouver plus facilement ces données-là. Alors, pour mettre en place cette solution, on a travaillé un peu, fait une recherche sur Internet, quelles sont les solutions libres les plus utilisées, et on a identifié une solution qui s'appelle ePrint. C'est une technologie open source qui est, je dirais, la plus utilisée pour tous les archives ouvertes dans le monde. Alors, l'avantage, c'est qu'elle est personnalisable parce que c'est une open source, mais elle répond bien au protocole Open Archive Initiative Protocol for Metadata. En fait. C'est-à-dire que ça permet de pouvoir mettre à disponibilité la métadonnée. Si un chercheur a besoin de consulter tes données, ce système permet de mettre en ligne la métadonnée et donc il peut facilement consulter. Donc c'est un peu l'objectif. Et ça permet de protéger toujours les documents qui ne doivent pas être sur Internet. Donc on ne peut pas tout mettre sur Internet. Certains, c'est possible, c'est-à-dire les auteurs peuvent céder les droits, mais les articles sont publiés dans des journaux scientifiques, on ne peut pas. Donc on peut mettre la métadonnée, mais pas mettre l'article en PDF sur Internet. Donc, c'est très important. Voilà. Système d'information du CERN, merci pour cette belle présentation. S'il y a des questions, des remarques.
Personne. Je voudrais donc profiter de l'occasion et passer donc à la dernière personne, à savoir à M. Mohamed Yassine, du ministère de l'économie numérique. Merci à vous donc d'avoir accepté cette invitation et merci de participer à ce panel. Une question. Quel est le rôle du code numérique dans la modernisation des services publics? Merci beaucoup. D'abord, excusez-moi du retard, j'ai été pris par un long embouteillage, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur vous. Souvent, on parle de la transformation digitale et la cybersécurité est l'autre versant de la transformation digitale. Et pour que la dématérialisation inspire confiance, on a besoin de prendre les mesures et, je dirais, le cadre nécessaire légalement. Techniquement, vous en avez parlé, mais légalement également pour inspirer la confiance. Et le code numérique répond à ce besoin de confiance numérique. À travers notamment 7 livres plus un livre sur les dispositions transitoires, on a un cadre qui est complet et qui répond à ce besoin de protéger les données, de proposer le cadre qui est nécessaire pour les transactions électroniques et notamment pour la mise en place du PKI, du Public Infrastructure, et qui est, je dirais, l'élément clé derrière, parce que quand on parle, vous avez parlé de la signature électronique, cette signature électronique doit être adossée à un certificat, elle-même délivré par une autorité racine de certification. Le code numérique pose à la fois la gouvernance, le cadre institutionnel, mais également le cadre légal pour, je dirais, régir l'ensemble de ces aspects-là. Donc, nous avons désormais, jusqu'à présent, il fallait signer. La signature électronique n'était pas reconnue en République de Djibouti. Depuis la promulgation du code le 6 juillet, la signature électronique est reconnue. Elle doit être adossée, bien évidemment, comme je dis, à un certificat délivré par une autorité de certification. Donc cette gouvernance est posée et nous avons essayé, j'espère que nous avons réussi à proposer un cadre qui soit à la fois, qui répond aux standards internationaux, mais qui soit aussi pratico-pratique par rapport aux besoins du terrain. Et monsieur l'ambassadeur avait parlé des conventions. Djibouti a signé la convention de Malabo. Et on parle souvent du RGPD. RGPD, c'était en 2018. Et lorsqu'on a travaillé sur la convention de Malabo, c'était en 2014. Et on se rend compte quand même que le RGPD s'est beaucoup inspiré de cette convention de Malabo, qui pose déjà dès 2014 l'ensemble des dispositions qu'aujourd'hui on retrouve sur le RGPD et qu'on s'inspire aujourd'hui ailleurs, mais en réalité, la première source d'inspiration venait d'ici, venait de l'Afrique, et c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Donc voilà un peu pour ce qui est du cadre légal. Vous avez parlé des preuves numériques, l'eurodata, la signature électronique, le cachet électronique, l'ensemble des régimes juridiques nécessaires et applicables à ces éléments, à ces dispositifs, sont posés dans le code numérique avec des différents niveaux. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez là, quand vous signez des documents officiels, vous avez besoin d'une signature électronique qualifiée. Et donc, il y a un certain nombre de règles, de critères qu'il faut respecter. Le code pose cela. On nous a, à un moment donné, dit que le code était était un peu lourd, parce qu'on a essayé d'aller dans les détails. Pourquoi? Parce qu'on voulait que dès la promulgation de ce code soit applicable et permettre à toutes les entreprises, les administrations de pouvoir accélérer leur transition numérique. Et c'est désormais chose faite et c'est un projet qui a mis du temps parce que ça a été travaillé avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, nous avons un code numérique très djiboutien. Merci. Merci à vous aussi pour ces éclaircissements. Merci à tous les participants de ce panel. Sans plus tarder, je voudrais poser 2 ou 3 questions donc au public, à commencer par le secrétaire général du gouvernement qui a donc bien voulu accepter de nous répondre à ces questions. Monsieur le secrétaire général, la première question. Pourquoi la souveraineté numérique est-elle essentielle pour les États africains aujourd'hui? Bismillahirrahmanirrahim. Je crois que depuis ces 2 jours où nous sommes réunis, on a parlé d'une chose, de souveraineté. Alors, si vous n'êtes pas souverain, excusez-moi, mais vous êtes sujet. Et pendant ces 2 journées,
Tout ce que nous voulons, c'est que nous puissions, nous, pays africains, ensemble, travailler pour que chacun puisse construire son monde. Nous avons nos règles au niveau physique, et ce sont des règles nationales. Quand on parle dans le numérique, c'est toujours un monde que nous devons dominer, et là aussi, il faut que ce soit un monde qui nous appartienne avec nos règles propres. Merci. Qui voudra rajouter quelque chose? J'ai toujours des questions pour le secrétaire général. Oui. Mais s'il y a d'autres personnes... J'ai beaucoup parlé, donc, je pense qu'il faut adresser... Une toute dernière question. Donc, quelles coopérations régionales ou internationales peuvent soutenir la souveraineté numérique des pays africains? La coopération, d'abord, c'est une coopération africaine. Nous sommes là tous des pays africains. Nous avons invité nos pays frères pour qu'on puisse ensemble travailler pour développer nos propres modèles. Je crois qu'on a parlé de la convention de Malabo. C'est une convention qui a été donc développée par l'Union africaine et pour laquelle Djibouti a souscrit. C'est ensemble, entre pays africains, que nous allons développer notre souveraineté numérique. Merci. Merci au secrétaire général, bien sûr, du gouvernement. Une question? Oui. Moi, je vais poser une question. Je ne réponds pas à vos questions. Ok. Allez-y. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Mais avant de poser ma question, je vous prie de bien vouloir me permettre de présenter mes remerciements aux autorités djiboutiennes, en premier lieu le président de la République et son gouvernement, pour l'accueil extrêmement chaleureux et digne de haute délégation qui nous a été réservé ici à Djibouti. Un accueil suivi d'une assistance permanente, pertinente des équipes du secrétariat général du gouvernement. Ils nous ont manifesté une disponibilité sans faille pour rendre agréable notre séjour ici à Djibouti. Merci, monsieur le secrétaire général du gouvernement. Je profite aussi au nom du secrétaire général du gouvernement de l'Union des Comores et en mon nom personnel de présenter également mes félicitations les plus sincères à l'endroit du gouvernement de Djibouti à travers le secrétariat général du gouvernement d'avoir initié cet événement qui n'est rien d'autre qu'un succès. Et maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Les 2 jours que nous avons partagés ensemble ici, nous avons, avec le partage d'expérience, nous avons beaucoup appris et nous avons remarqué que le projet est très ambitieux. Mais au départ, avant cet forum, chaque pays se contentait de conserver ses archives et de promouvoir son journal officiel à sa manière à l'intérieur de ses frontières. Mais maintenant que nous nous dirigeons vers la digitalisation et le partage des données qui nous mène droit vers la création d'une plateforme régionale, voire une gazette numérique régionale. Comment, c'est ça ma question, et ma question ne concerne pas forcément les panélistes qui sont ici, mais ma question s'adresse aux organisateurs. Donc, comment allons-nous nous préparer financièrement et nous soutenir mutuellement pour mener à bien cette ambition? Ça, c'est ma première question. Quels seront nos partenaires financiers? Parce que, bon, est-ce qu'on peut envisager que la Banque africaine de développement peut nous soutenir, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement? Donc, tout ça, voilà ma question et je m'adresse aux organisateurs. Et puis, quand on lit la charte, on a remarqué qu'il y aura des institutions qui vont assurer l'administration permanente du forum. Il y a un comité de coordination, il y a un secrétariat central. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on a décidé que le siège de ce forum sera hébergé dans quel pays? Wassalamu alaikum. Bonjour.
Donc d'abord, je remercie M. Yassine d'avoir cité le Maroc comme un exemple en matière de réglementation du numérique, qu'il soit en ce qui concerne les services de confiance ou en ce qui concerne la cybersécurité. Je veux juste rajouter une information que le secrétariat général du gouvernement, il est considéré par le décret d'application de la loi sur la cybersécurité comme un organisme public d'importance vitale. C'est-à-dire, il ne peut héberger ces données que dans un cloud souverain régi par des normes marocaines. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'aimerais bien réitérer la disposition, d'abord nos remerciements pour la République de Djibouti d'avoir organisé cet événement très exceptionnel et aussi pour l'accueil qui a été très chaleureux. Et je confirme la disposition du secrétariat général du gouvernement à partager ses modestes expériences dans les domaines qui relèvent de ses attributions et bien sûr à nouer des partenariats très privilégiés et ciblés avec les pays africains frères. Et merci pour vous tous. Qui d'autre? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je félicite le secrétaire général du gouvernement de notre pays, M. Al-Miss Mohamed. Secondo, je suis très fier de participer d'abord à ce forum, le premier forum à l'échelle intra-Afrique. Vraiment, je félicite M. le gouvernement d'avoir eu vraiment son promesse. Lors du sommet d'intelligence artificielle à Djibouti, donc, il nous a promis qu'il y aura un archivage qui travaille avec le ministère de la Jeunesse. Et vraiment, je vois le travail qu'actuellement il a accompli. D'abord, je félicite. Secondo, déjà, la première fois qu'à Djibouti, c'est l'archivage. Actuellement, c'est la numérisation. Donc, il nous reste ce qu'on appelle la partie de l'intelligence artificielle. Donc, permettez-moi d'abord de vous présenter. Je m'appelle Mohamed Khadir Mohamed. Je suis un ingénieur expert en intelligence artificielle. Je suis un data scientist qui travaille à Djibouti Telecom en tant qu'ingénieur. Aujourd'hui, vraiment, ce matin, je n'avais pas eu prendre les paroles lors de l'analyse de l'intelligence artificielle. Vraiment, j'avais autant de choses à dire. Mais je félicite aussi de prendre actuellement les paroles, de profiter en fait les mots à dire, ce que le responsable de l'Algérien, le gouvernement, jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé en fait notre train, vu que la dernière fois, vous avez dit que vous avancez, vous êtes dans le monde futur, mais selon ce qu'on appelle notre actuellement État, on vient de commencer en fait. Jusqu'à présent, on veut qu'on doit être un leader, le numérique dans l'Afrique, Inch'Allah. Deuxièmement, Inch'Allah, c'est vraiment, j'avais ce qu'on appelle faire un workshop, j'avais créé un workshop qui est Sud-Sud. Je travaille avec ce qu'on appelle des étrangers, tels que des Africanais, des Marocains, des Congolais, des Côte d'Ivoiriens. Justement, ce workshop, c'est pour comment on peut faire de telle sorte que l'intelligence artificielle, ça augmente en termes de l'Afrique. Et vraiment, ça, on avait donné comme un nom sur l'Africa Space for Intelligence Artificielle. Donc, c'est au niveau inter-Afrique. Mais j'avais eu l'occasion de créer à Djibouti une association qui est spécialisée sur l'intelligence artificielle, qui a récemment créé. Donc, j'avais promis de créer avec le secrétaire général du gouvernement la dernière fois lors de la sommet de l'intelligence artificielle. Et alhamdoulilah, nous avons créé actuellement, et nous sommes encore de ce qu'on appelle d'officialiser les papiers et tout. Donc, elle s'appelle Association djiboutienne pour le numérique et l'éducation numérique et l'innovation, en termes, c'est-à-dire ADNI. Donc, je pense que la plupart des personnes vivent sur le LinkedIn ou bien sur le Twitter et tout ça. Nous avons déjà commencé ce qu'on appelle la formation, de former déjà, de sensibiliser les jeunes pour dire que le monde appartient actuellement à ceux qui se réveillent tôt. Donc, il faut que... D'accord. Il faut que d'abord, nous, les Djiboutiens, ça doit être ce qu'on appelle de vraiment le hub de l'Afrique en termes de la numérique. Et merci beaucoup. Merci à vous aussi, jeune homme, donc, pour ces précisions.
À présent, je voudrais qu'on passe la parole au secrétaire général du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Je vois quelqu'un qui a plus d'ambition que moi. C'est rare, mais non, je le félicite. Bravo, vraiment. Non. Je pense qu'aujourd'hui, tout autour, dans cette salle, on voit beaucoup d'expertise. On voit beaucoup d'expertise locale. On voit beaucoup d'expertise africaine. Et ça nous rend confiants pour l'avenir. Moi, je n'ai aucun doute. Et je pense que tous ceux qui sont là, qui sont intervenus, sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc, je crois que nous avons de beaux jours devant nous. Je voulais juste rebondir sur, effectivement, sur la promesse que j'ai faite. En général, j'essaie de tenir mes promesses. Et donc, voilà, nous avons beaucoup travaillé sur l'archivage. Ça ne veut pas dire que nous avons atteint nos objectifs. Il nous reste encore énormément à faire. Mais je crois que le train est parti. Et une fois que le train est parti, en général, il arrive à bon port. Merci. Pour le volet du financement. Alors, Monsieur le ministre, vous m'avez posé la question, qui va financer nos activités? La première question que vous aurez dû me demander, est-ce que la Banque africaine ou bien la Banque mondiale nous a financé ce forum? Non. C'est nous qui avons organisé ce forum. C'est l'expertise locale. Ce sont des jeunes cadres djiboutiens qui sont là et qui travaillent de manière gratuite, bénévole, qui sont venus partager leur expérience. Donc, le problème numéro un, ce n'est pas toujours le problème du financement. C'est un problème d'objectif. Il faut qu'on suffise d'avoir l'objectif d'être ensemble. Et ensuite, soyez certains, les financements vont venir. Mais d'abord, on marche ensemble. Et puis, donc, deuxième question que vous posez, qui va prendre la relève? Moi, je crois qu'au début, on a été peut-être très ambitieux en proposant une charte. Et je crois que, comme nous n'avons pas assez réuni de secrétaires généraux et des ministres, la question que nous allons faire, c'est peut-être que nous allons rééditer cet événement, Inch'Allah Ta'ala, dans le Nazana à Djibouti, et nous aurons une année pour partager et échanger sur les modalités de mise en œuvre de ce forum-là, pour qu'il puisse être pérennisé et pour que les acteurs qui devraient nous accompagner et qui devraient être là aujourd'hui, à savoir les institutions internationales et les partenaires techniques et financiers, nous soient prêts à nous accompagner. Mais nous sommes prêts, nous allons avancer, nous allons vous réinviter, ainsi que les autres pays africains, pour que l'année prochaine, ce forum soit encore plus grand et plus beau. Voilà. Je voulais faire un discours de clôture, mais vous avez déjà fait pour moi le discours de clôture. Merci beaucoup au secrétaire général, mesdames et messieurs, on l'applaudit très fort. Nous savons tous bien que ce forum aujourd'hui, donc, n'aurait pas dû avoir lieu sans la persévérance, sans les efforts du secrétaire général du gouvernement. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je prends la parole au terme de ces 2 journées d'échange qui ont été riches d'enseignements et d'engagements réaffirmés. Ce forum, il a été intéressant, il a été captivant, il a été instructif et il a permis, pour la première fois, de réunir des représentants venus de toutes les régions d'Afrique autour des journaux officiels avec un objectif commun, rendre le droit plus sûr, rendre le droit plus accessible, rendre le droit plus fiable au service de nos concitoyens. Nombreux sont les participants qui m'ont soufflé. Nous rêvions d'un événement de ce type en Afrique, dans nos pays, et vous avez réalisé nos rêves. Vous avez réuni les gardiens du temple, ceux qui ont en charge la mémoire institutionnelle de nos pays. D'autres m'ont souligné que ce forum avait éclairé, les avait éclairés sur le chemin qu'il leur restait à parcourir. Mais tous ont salué l'engagement du chef de l'État pour la valorisation et la préservation du patrimoine de Djibouti. Mesdames et messieurs, au-delà des frontières, au-delà des différences linguistiques qui nous séparent, ce forum a montré que nous partageons une même ambition. Œuvrer ensemble afin de bâtir une Afrique moderne et interconnectée. Dans le cadre de nos débats et de nos réflexions, nous avons osé exposer nos forces et surtout nos faiblesses, car chacun de nos pays souffre de faiblesses. Et nous les avons partagées sans aucune honte, dans un respect mutuel. Nous avons surtout donné corps à une vision commune de l'avenir des journaux officiels,
fondée sur la solidarité, fondée sur l'entraide, fondée sur la modernisation et sur la souveraineté documentaire. Mesdames et messieurs, les discussions qui ont lieu durant ces 2 jours ont été d'une richesse exceptionnelle. Chaque intervention, chaque échange, chaque témoignage a contribué à approfondir notre compréhension collective et nous a permis de tracer les perspectives d'un avenir commun. Pour autant, aujourd'hui, il faut nous dire au revoir, mais toutefois avec une détermination nouvelle et une conviction renforcée. Mais au-delà du constat de ce forum qui nous engage, les recommandations qui ont émergé de nos travaux doivent désormais se traduire en actions concrètes afin de renforcer les capacités techniques et humaines dans nos administrations, moderniser nos processus de publication, mettre en place des plateformes numériques interconnectées, harmoniser nos pratiques et créer un réseau africain de coopération des journaux officiels. C'est à travers ces actions que nous donnons vie aux principes que nous avons évoqués et défendus ici. Mesdames et messieurs, donc, la République du Djibouti, en accueillant cette première édition, a souhaité offrir un espace de dialogue et de fraternité africaine dans un esprit de partage et d'ouverture. Permettez-moi à ce titre d'exprimer notre profonde gratitude à chacune et chacun d'entre vous. Merci aux délégations venues de toute l'Afrique, aux experts, aux intervenants pour la qualité de leur contribution, pour leur soutien et à l'ensemble du comité d'organisation pour son dévouement et son professionnalisme. Grâce à vous, ce forum est une réussite collective. En clôturant, ce forum, nous ouvrons donc un nouveau chapitre, celui d'une coopération africaine, celui d'un respect mutuel renforcé au service de la transparence et de l'état de droit. Nous allons poursuivre ensemble ce travail amorcé ici, en veillant à ce que les recommandations issues de ce forum trouvent des prolongements concrets dans chacun de nos pays. Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, permettez-moi donc de remercier les ministres et vice-ministres, les conseillers, les directeurs qui de toute l'Afrique, enfin pas de toute l'Afrique, de 17 pays plus Djibouti, donc des 18 pays, amis et frères ont pris le temps de participer à ce premier forum du genre et je leur serai gré de bien vouloir transmettre mes salutations fraternelles à leur tutelle, à savoir les secrétaires généraux des gouvernements pour les pays francophones et les ministres de la Justice pour les pays anglophones et arabophones. Permettez-moi aussi de remercier tous les amoureux du droit et de notre histoire qui ont aussi participé à nos travaux, qui ont animé nos échanges, posé tant de questions, enrichi nos débats et nos échanges. Votre confiance nous honore et nous conforte. Et puis je remercie encore une fois mes équipes qui m'ont prouvé et montré la chance qui était la mienne. Voilà. Ils m'ont montré la chance qui était la mienne d'être aussi bien entouré. Et je vous avoue qu'avec des équipes aussi qualifiées, il est très aisé d'être secrétaire général du gouvernement en République du Djibouti. Donc, je vous remercie tous. Je vous dis, Inch'Allah, à l'année prochaine.